Très bien. Mes chers collègues, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la reprise de nos travaux à la suite de la suspension estivale. Nous rentrons dans la dernière ligne droite de nos investigations puisque nos auditions auront vocation à s'achever avec le mois de septembre, du moins nous l'espérons avec monsieur le rapporteur. Je crois que nos échanges des mois de juin et de juillet, nos déplacements accomplis avec le bureau de la commission d'enquête, comme hier à Sainte-Soline, nous donne d'ores et déjà une vision de plus en plus précise des exactions qui ont émaillé le printemps dernier et qui font l'objet plus spécifique des travaux de notre commission. Je rappelle que nous nous penchons à la fois sur les violences urbaines, essentiellement liées à la contestation de la réforme des retraites, mais aussi sur les violences en milieu rural, davantage liées à des revendications que l'on pourrait qualifier d'environnementales et qui, comme nous l'avons encore vu hier à Sainte-Soline, ont pu connaître des poussées d'extrême violence. Nous allons pouvoir désormais confronter nos intuitions et nos analyses à la vision des plus hautes autorités de l'État. Nous nous réjouissons, monsieur le garde des Sceaux, de bénéficier de votre présence devant la commission d'enquête ce matin. Merci pour votre présence. Un questionnaire vous a préalablement été transmis par monsieur le rapporteur, Florent Boudier, qui est à mes côtés. Toutes les questions qu'il contient ne pourront évidemment pas forcément être évoquées de manière exhaustive ce matin, sans quoi je pense que la matinée n'y suffirait point, mais ce n'est pas l'objectif. On n'est pas là pour aborder forcément tous ces points. En tout cas, je vous invite, monsieur le ministre, à communiquer vos réponses écrites via votre cabinet, ainsi que toute autre information que vous jugeriez utile de porter à la connaissance de la commission d'enquête dans la foulée de cette audition, puisque ça sera extrêmement utile pour le rapport qui sera effectué. Monsieur le garde des Sceaux, avant de vous faire prêter serment comme le veut l'usage, il me revient d'ouvrir les travaux. Je le ferai comme à mon habitude en vous soumettant les deux premières questions qui permettront déjà d'engager la discussion. Et puis ensuite, évidemment, je passerai aussi la parole à monsieur le rapporteur ainsi qu'aux membres de la commission d'enquête qui souhaiteraient également vous poser des questions. Petite règle, on essaye de se tenir pour les questions à 2 minutes. Donc, je ne veux frustrer absolument personne, mais voilà, pour que l'objectif étant que celles et ceux qui souhaitent intervenir puissent le faire. En premier lieu, monsieur le ministre, il semble qu'un des éléments de fragilité de la réponse de l'État aux violences en manifestation, une des difficultés les plus fréquemment pointées, en tous les cas, réside dans les injonctions contradictoires auxquelles sont soumises aussi bien les policiers que les gendarmes. Les compagnies et les escadrons sont déployés dans une mission de maintien de l'ordre, c'est-à-dire que première mission qui leur incombe, c'est une mission de police administrative, de sécurisation des personnes et des biens au cours des rassemblements, d'ailleurs pour faire en sorte que le droit de manifester, qui est un droit constitutionnel, puisse être respecté. Mais avec les premières exactions, un second objectif apparaît assez naturellement, qui est celui de la police judiciaire, de l'interpellation des auteurs d'infractions et de la collecte des preuves dont les tribunaux devront disposer pour pouvoir, dans un second temps, entrer, si c'est nécessaire, en voie de condamnation. Nos travaux font apparaître combien il est délicat pour les policiers et les gendarmes de remplir l'une et l'autre mission, ce que relève d'ailleurs le taux très élevé de classement sans suite, d'alternatives aux poursuites et de relax. Le maintien de l'ordre suppose la mise à distance. L'interpellation et la collecte des preuves supposent au contraire d'aller au contact. C'est un peu antinomique. Monsieur le garde des Sceaux, comment peut-on essayer de résoudre finalement cette forme de quadrature du cercle, puisque d'un côté, mise en distance, de l'autre côté, il faut aller chercher la preuve, et de manière individuelle, puisque évidemment, dans un état de droit, il faut pouvoir prouver que la personne a pu commettre telle ou telle exaction. Une adaptation de l'amont de la procédure pénale à ces contextes très particuliers est-elle en cours ? Vous paraît-elle nécessaire ?
puisque les fiches de liaison utilisées actuellement ne semblent pas pleinement fonctionner, même si elles ont, semble-t-il, apporté, je dirais, un plus grand formalisme dans la procédure. Mais nous avons pu, au cours des auditions, constater que cela se heurtait quand même encore à quelques difficultés. Et en second lieu, et plus brièvement, le bilan du droit pénal applicable en manifestation est pour le moins contrasté. Je ne vous apprends rien. Certaines innovations récentes fonctionnent, notamment les réquisitions du procureur de la République pour le contrôle d'accès au rassemblement. Ça, c'est quelque chose qui, nous avons pu le constater, fonctionne très bien. D'autres, disons-le, sont un échec. La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique ne semble quasiment pas recevoir d'application. Alors on voit bien les difficultés. Quant à l'infraction de dissimulation de visage, l'élément intentionnel est devenu quasi impossible à établir depuis la Covid-19, puisque celle-ci a légitimé le fait de se masquer en toutes circonstances. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'adapter le code à ces constats et si votre réponse est affirmative, quelles seraient pour vous des pistes pertinentes? Voilà en tout cas quelques éléments sur lesquels j'aimerais que nous puissions engager avec la commission d'enquête notre discussion. Et je passerai, comme je l'ai indiqué dans un second temps, évidemment la parole à monsieur le rapporteur. Alors, monsieur le garde des Sceaux, avant de vous donner d'ores et déjà la parole, et en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement de nos assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et je vous prie de lever la main droite et de dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Lorsque d'autres personnes souhaiteront intervenir, on aura recours à la même procédure, mais en tout cas, sans attendre, je vous passe la parole, monsieur le ministre. Et une nouvelle fois, je vous remercie pour votre présence ce matin. Merci, monsieur le président. Vous m'avez posé à titre liminaire 3 questions. En réalité, pas 2, mais 3. La première, c'est les questions écrites et le sort que nous comptions réserver aux dites questions. Alors, sous la foi de ce serment et sous son bénéfice, veut dire que fin de semaine, normalement, j'y ajoute l'adverbe, hein, parce que nous devrions avoir répondu aux questions que légitimement vous posez. Ensuite, 2 autres questions sur des injonctions dont vous dites qu'elles sont contradictoires entre la police administrative d'une part et la police judiciaire d'autre part. Je ne suis pas certain, mais nous y reviendrons bien sûr après mon propos liminaire, que nous soyons dans la contradiction. Et en tous les cas, si c'est une contradiction, j'ai envie de dire qu'elle existe depuis qu'existe la police administrative et la police judiciaire. Et puis enfin, vous me demandez si des choses sont en cours. Donc je veux rappeler... Je veux vous rappeler, Monsieur le Président, qu'il y a une modification de la procédure pénale à droit constant qui est en cours d'élaboration, que nous allons constituer, dès que le texte sera entériné, un suivi parlementaire. Vous pourrez naturellement postuler. C'est une invitation, ce n'est certes pas une injonction, car l'impératif m'est interdit, pour suivre un peu l'évolution des choses. Et pardon de vous dire, sans être impertinent, qu'on va aussi s'inspirer de vos travaux pour voir si nous devons modifier un peu les règles. Je vous dirai ce qu'a priori j'en pense, mais à la lecture de votre rapport, et il sert aussi à cela, on pourra évidemment envisager de modifier un certain nombre de choses. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, vous avez rappelé, Monsieur le Président, la trêve estivale. Elle est terminée. Je suis ravi, en ce qui me concerne, de renouer avec le Parlement. Et c'est aussi pour moi l'occasion de vous souhaiter une bonne reprise. Je ne sais pas quelle est la date de vos reprises respectives, mais en tous les cas, qu'il me soit permis de vous adresser ces vœux. Je vous remercie de m'avoir évidemment convié à cette audition.
Et votre commission d'enquête s'intéresse, à juste titre, dois-je rajouter, à la connaissance qu'a l'autorité judiciaire de ces mouvements subversifs, connaissance qu'elle a pu acquérir grâce à son action quotidienne dans le traitement de ces débordements, depuis l'interpellation des auteurs jusqu'à, naturellement, la réponse pénale. Ces derniers mois, nous le savons, les rassemblements et les manifestations sur la voie publique ont été le théâtre d'actes portant gravement atteinte à l'ordre public, principalement dirigés contre les biens, mais aussi, trop souvent bien sûr, contre les forces de l'ordre. Et je veux ici d'abord les condamner avec la plus grande fermeté et vous dire en préambule qu'aucune cause, aucune, ne peut justifier ces déchaînements de violence. Et les symboles de la République ont été atteints. Toucher un policier, un gendarme, c'est évidemment toucher à la République. Et je veux d'abord redire mon indéfectible soutien à l'égard des forces de sécurité intérieure. Certains de ces actes sont le fait de groupuscules violents ayant investi les manifestations, les rassemblements dans l'objectif assumé de commettre des exactions d'une particulière brutalité. Bien avant les faits du printemps dernier, la France, nous le savons et nous le déplorons, avait déjà connu des faits similaires, notamment en 2019 et en 2020. Ces débordements inacceptables mettent en péril une liberté primordiale dans une grande démocratie, la liberté de manifester, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, liberté constitutionnelle, liberté qui appartient à tous nos concitoyens. Je rappelle, la France, évidemment, est un État de droit, et c'est son honneur, État de droit dans lequel chacun est libre d'exprimer ses opinions, et même, j'en suis convaincu, libre d'exprimer sa désapprobation face à des réformes gouvernementales. Et je suis de ceux qui pensent que la richesse d'un pays se mesure aussi à la diversité, bien sûr, et à la force des convictions de ses concitoyens. Défendre ses idées et ses opinions a toujours été pour moi le signe tangible d'un engagement citoyen, mais qui ne peut et ne doit s'inscrire que dans le respect le plus absolu de la règle commune qu'est la loi. Dans notre démocratie, la loi n'est pas le fruit d'un coup d'État ou de je ne sais quelle dérive autoritaire. La loi en France est le résultat d'un processus démocratique abouti, qui commence par des élections transparentes et qui se termine par le contrôle d'une Cour constitutionnelle, en passant bien sûr, par une procédure parlementaire où tout le monde, et en particulier les oppositions, s'expriment et doivent le faire. Non, ce qui n'est pas acceptable dans un État de droit, c'est que l'exercice de la liberté d'expression soit instrumentalisé, détourné, pour se livrer à des exactions portant atteinte aux personnes, évidemment, de la plus légère à la plus grave, au pillage des biens, au saccage de l'espace public. Qui sont les auteurs et les membres actifs de ces groupuscules violents? Nous savons aujourd'hui que certains débordements sont le fait d'individus en lien les uns avec les autres sur les réseaux sociaux, animés de la même intention de déstabilisation des forces de sécurité, qui se rencontrent, se regroupent, s'agrègent, parfois jusqu'à former ce qu'on appelle un black bloc, outil redoutable du passage à l'acte. Une partie des activistes se distingue par des modes d'action spécifiques, modes d'action violents,
Et d'autres actions ont pour but d'infiltrer des mouvements, revendications, par ailleurs, disons-le, légitimes, sur des sujets écologistes, sociétaux, et se traduisent par leur recours systématique à la violence. Quant à elle, bien sûr, toujours illégitime contre les forces de sécurité intérieure, et ce type d'action appelle un traitement judiciaire adapté. On sait également que sur les 3189 gardes à vue portées à la connaissance de mon ministère et prises sur l'ensemble du territoire, 91% des gardés à vue étaient des majeurs. Ce qui, ça n'est pas tout à fait votre périmètre, mais je me permets d'apporter cette précision, se distingue des émeutes que nous avons connues postérieurement, où là on trouve beaucoup de jeunes hommes, et même de très jeunes mineurs. Et ça nous renseigne, c'est le premier renseignement que nous avons sur la physionomie de ces groupes. Alors, comment lutter contre la délinquance de ces mouvements violents? En tant que garde des Sceaux, il m'appartient de mobiliser évidemment l'ensemble des acteurs judiciaires de la chaîne pénale avec des directives claires, reposant sur une politique pénale lisible, cohérente et, je le revendique, empreinte de fermeté pour réprimer ces violences de la manière la plus efficace. Et si notre arsenal législatif permet d'appréhender les comportements violents dans toutes leurs manifestations, la répression de ces phénomènes peut encore être renforcée par une meilleure identification des membres les plus actifs de ces mouvements subversifs. Alors, vous l'avez dit d'une certaine façon, Monsieur le Président, cette identification s'avère difficile. Et elle est aussi difficile qu'elle est naturellement indispensable à l'effectivité de la réponse pénale. Car, on va le rappeler, dans un état de droit, il faut d'abord des preuves pour condamner un individu. Cette identification est d'abord difficile parce que ces individus agissent à visage couvert, mais également parce qu'il n'est pas toujours possible de les interpeller au moment du passage à l'acte. Les forces de l'ordre étant mobilisées dans le rétablissement de l'ordre public. Dualité ou contradiction entre l'intervention dans le cadre administratif et l'intervention dans le cadre judiciaire. Et le recours le plus important à des moyens techniques tels que les produits de marquage codés peuvent s'avérer un outil précieux dans le recueil des preuves, en ce qu'ils offrent la capacité d'objectiver la présence d'un individu sur une zone déterminée. Évidemment, des investigations au long cours sont conduites postérieurement aux agissements violents ou au pillage pour parvenir à l'identification au plus près, bien sûr, du passage à l'acte des auteurs qui n'auraient pas pu être interpellés sur le champ. Et outre ces actions, je veux également souligner l'importance que revêt aujourd'hui le partage du renseignement entre tous les acteurs de la chaîne pénale. La coordination de tous les partenaires locaux est indispensable, des services de renseignement territoriaux à l'autorité préfectorale, en passant bien sûr, par les procureurs de la République. C'est le sens de la lettre que j'ai adressée le 22 juin dernier à mon collègue ministre de l'Intérieur pour lui indiquer qu'une action commune efficace repose nécessairement sur l'implication des services de renseignement territoriaux, lesquels ont pour mission d'une part de signaler au parquet les situations des membres les plus actifs de ces réseaux, afin que l'autorité judiciaire puisse envisager, le cas échéant, la judiciarisation de leur situation sur le fondement des qualifications infractions mobilisables et, d'autre part, de participer aux instances partenariales thématiques susceptibles d'être initiées par les parquets afin d'œuvrer au continuum
de sécurité indispensable et de développer une réponse plus adaptée à ces agissements. Je soutiens, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, qu'une approche proactive peut être développée par l'autorité judiciaire afin d'appréhender par un travail conduit en amont des événements sans attendre certains débordements. Au fond, j'évoque là une anticipation. Les individus les plus virulents et les plus actifs qui forment des projets d'action ciblés d'une particulière violence, des qualifications pénales appropriées peuvent en effet être mobilisées pour appréhender les individus qui appellent à la violence ou encore qui accomplissent des actes préparatoires au soutien de leur projet d'action violente. Au cas par cas, en fonction des agissements en présence et des éléments probatoires à disposition des parquets, ces infractions peuvent prendre la forme d'appel à la violence, de menaces de commettre un crime, un délit sur une personne dépositaire de l'autorité publique, voire de constituer des actes préparatoires à la commission d'une action violente identifiée, susceptible de tomber sous le coup de la qualification d'association de malfaiteurs. Dans leur mission de recueil d'informations à l'égard des profils les plus actifs susceptibles d'être porteurs d'une menace pour l'ordre public, les services de renseignement ont vocation à livrer des éléments à l'autorité judiciaire dont la judiciarisation pourra intervenir s'ils sont révélateurs de l'engagement de ces individus dans un processus délictuel. Ça nécessite pour l'autorité judiciaire de développer une approche fine, éclairée, disons-le, lucide, des situations pour parvenir à isoler les individus les plus virulents des fauteurs de troubles spontanés, qui projettent la commission de telles actions dans le contexte de rassemblements d'ampleur. C'est le sens des directives du ministère de la Justice qui prend également toute sa part en déployant, je l'ai dit, une politique pénale empreinte de fermeté et de célérité. Et depuis 2018, ce sont près de 5 circulaires et dépêches qui ont été diffusées auprès des parquets généraux et parquets locaux afin d'attirer leur attention sur le traitement qui doit être réservé à ces faits, tant en amont des manifestations, afin de minimiser les débordements en favorisant l'échange d'informations, que pendant ces manifestations. Face aux événements du printemps 2023, la Direction des affaires criminelles et des grâces a diffusé, dès le 18 mars 2023, une dépêche à l'attention des parquets généraux et locaux relative au traitement judiciaire des infractions commises à l'occasion des manifestations ou des regroupements en lien avec les contestations contre la réforme des retraites. En réponse à ces événements d'une ampleur, disons-le, exceptionnelle, porteurs d'une désorganisation, d'une déstabilisation inédite de notre État de droit, nous avons ainsi rappelé et appelé à l'adaptation de l'organisation des juridictions à la faveur d'un renforcement des effectifs de magistrats et de greffiers pour pouvoir répondre à un autre objectif, celui d'une réponse pénale rapide, rendue possible par un recours accru au déferrement lorsque les auteurs sont identifiés, que leur personnalité ou la gravité des faits justifie une telle réponse pénale. Cet appel, mesdames et messieurs les députés, a été suivi des faits, puisque sur les 3189 gardés à vue que j'évoquais tout à l'heure, majeurs et mineurs confondus, 618 ont été déférés et 14 ont été traités dans le cadre d'une information judiciaire. 312 auteurs ont par ailleurs été poursuivis par les voies classiques de la COPJ, de la CRPC, de l'ordonnance pénale, tandis que 494 personnes faisaient l'objet d'une alternative aux poursuites. Je veux souligner tout particulièrement l'engagement de tous les magistrats, des greffiers
qui se sont mobilisés durant plusieurs jours d'affilée afin de gérer les gardes à vue en nombre, les déferments en quantité et les audiences, parfois tardives, pour ne pas dire très tardives, tenues pendant les événements du printemps dernier. Leur action, évidemment, a été cruciale dans l'objectif qui était au fond rétablir l'ordre républicain. Et je veux ici profiter de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier chaleureusement. Les faits du printemps dernier nous ont amenés à réfléchir aux moyens permettant une meilleure appréhension judiciaire des mouvances extrémistes violentes. Les infractions imputées à ces mouvances commises en marge de manifestations ou d'événements sportifs ou culturels doivent faire l'objet d'une appréhension judiciaire rapide, complète, efficace, afin de prévenir ou de limiter les troubles à l'ordre public susceptibles d'en résulter. Cet objectif est d'ailleurs particulièrement d'actualité au regard des enjeux attendus autour de l'organisation des Jeux olympiques, paralympiques 2024 sur le territoire national et plus près de nous, l'ouverture bientôt du mondial de rugby. Et au-delà de l'action proactive pouvant être envisagée selon les modalités que j'évoquais, une réflexion a été engagée à l'initiative de la Direction des affaires criminelles et des grâces en lien avec le parquet général de Paris et le parquet de Paris. Et dans le prolongement de cette réflexion, des travaux conduits localement, le procureur de la République de Paris a indiqué à votre commission qu'elle envisage la création d'un groupe local de traitement de la délinquance dédié à la lutte contre les infractions commises par les groupuscules violents. Cette instance est en effet susceptible de constituer, comment puis-je dire, un cadre privilégié d'échange d'informations pour appréhender encore davantage ces mouvements et améliorer leur suivi par une approche stratégique. Et elles permettent une sensibilisation de chacun des acteurs et contribuent à une action concertée pour prévenir les débordements et lutter contre les infractions commises par les membres les plus actifs de ces groupements. Les réflexions conduites nous amènent en outre le parquet de Paris à envisager une organisation spécifique permettant un meilleur pilotage de l'action des parquets, un traitement optimal des affaires les plus complexes, par des magistrats dédiés et sensibilisés à ces problématiques. Et comme j'ai pu vous l'indiquer il y a quelques instants, il me semble indispensable que les parquets concernés, et notamment le parquet de Paris, puissent, bien sûr dans le respect du principe de proportionnalité dont l'autorité judiciaire est garante, toute la rigueur et l'exigence doivent être les siennes, sur le fondement de renseignements partagés par les services spécialisés, le parquet doit pouvoir judiciariser, ouvrir des procédures d'enquête ou d'information d'ailleurs, en retenant les qualifications adaptées. Notamment le délit de participation à une association de malfaiteurs. Lorsque les renseignements recueillis et le travail conduit par les services de police permettent d'établir en amont de l'infraction projetée la constitution d'un groupement ou l'établissement d'une entente, c'est le texte, en vue de la préparation caractérisée par des actes matériels, tangibles, d'une action violente dirigée contre les membres des forces de sécurité intérieure ou des personnes déterminées. Ces réflexions et plus largement cette thématique doivent faire l'objet d'une prochaine réunion des procureurs généraux organisée à l'automne par la Direction des affaires criminelles et des grâces. Au stade du jugement, il ne fait aucun doute que des peines à la hauteur de la gravité des faits doivent être requises par le ministère public pour permettre non seulement de sanctionner les auteurs de violences,
mais également de les empêcher de commettre à nouveau de telles infractions. Je pense naturellement aux peines d'interdiction de participer aux manifestations ou de paraître en certains lieux. Je pense également, bien sûr, à l'interdiction de séjour. Lorsqu'elles sont prononcées, le respect de ces peines doit être contrôlé pour pouvoir, en cas de violation de ces interdictions, être sanctionné. Je termine maintenant et je veux dire à ce propos du contrôle que personne n'ignore que le suivi de ces interdictions pose en pratique la question des moyens. Il nous faut en effet pouvoir suivre de près les situations de ces manifestants pour pouvoir établir une éventuelle violation de leur interdiction. Ça nécessite des moyens humains, matériels, indéniables, indispensables à la satisfaction de notre objectif commun, celui de la lutte contre ces violences insupportables. Et c'est notamment l'un des objectifs de la loi de programmation adoptée par les deux assemblées, qui sera examinée prochainement par commission mixte paritaire. En conclusion, Monsieur le Président, je veux dire que la justice a été à la hauteur de sa mission, en réprimant de façon ferme et rapide ces violences et tout en respectant, bien sûr, notre État de droit. Tous, magistrats, fonctionnaires de greffe, mais également agents pénitentiaires, de la probation judiciaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, membres de l'administration centrale, tout le monde a été pleinement mobilisé pour que la justice passe dans ce contexte extrêmement difficile et extrêmement tendu. Et vous le voyez, mesdames et messieurs les députés, l'engagement du ministère de la Justice dans la lutte contre les violences commises par ces groupuscules est total, tant pour les réprimer que pour s'adapter avec de nouvelles méthodes et de nouveaux moyens. Je me tiens, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudrez bien me poser. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Évidemment, je vais passer la parole à Monsieur le rapporteur, mais dans votre intervention, vous avez aussi évoqué la question évidemment des moyens. Vous avez mentionné à plusieurs reprises la situation parisienne et fort légitimement. Nous étions hier à Sainte-Soline et par voie de conséquence, nous avons aussi pu voir à la fois les difficultés qui étaient posées très spécifiquement. En fait, l'une des difficultés concerne par exemple un tribunal judiciaire comme celui de Niort, qui n'a évidemment, on peut le dire ainsi, pas l'habitude d'avoir à faire face à, je dirais, une telle arrivée massive de cas à traiter. Et donc, est-ce que... Alors, en plus, c'est assez... Il faut bien le dire, c'est assez imprévisible, hein, puisque vous ne savez pas à quel endroit, en milieu rural, de telles difficultés peuvent apparaître. En tout cas, nous avons eu une présentation par le général de gendarmerie, responsable de la zone de gendarmerie, qui a montré que, heureusement, il y a cette maille très large qui permet de redéployer aussi des moyens à une échelle bien au-delà du niveau départemental. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a actuellement à la chancellerie des travaux pour, en quelque sorte, pardon du parallèle, mais ce qu'on appelle, par exemple, à l'éducation nationale, des titulaires de zones de remplacement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des réflexions pour pouvoir amener, à un moment précis, un appui un tribunal judiciaire qui aurait à faire face à un surcroît très considérable d'activité pour justement faire en sorte que les objectifs que vous avez indiqués, respecter et défendre évidemment l'état de droit, mais aussi faire en sorte que la réponse pénale soit rapide, hein, puisque en fait l'une des questions, l'une des attentes très fortes, c'est une réponse pénale rapide. Si vous pouviez juste donner quelques éléments sur ce point-là, et puis ensuite, comme je vous l'indiquais, je passe évidemment la parole à Monsieur le rapporteur. Bon, naturellement, je n'oublie pas de répondre aux deux questions que vous m'avez initialement posées, mais
D'abord, je veux faire remarquer, j'ai une partie de mon propos liminaire qui se fonde sur l'impérieuse nécessité de ne perdre aucune information, si j'ose dire. Pas exclusivement dans le but de judiciariser, mais aussi dans le but de judiciariser. Ce que je disais, services de renseignement. Et vous évoquez la juridiction de Niort. Il y a eu une anticipation, parce que l'on savait évidemment qu'il y aurait un certain nombre de manifestations et un afflux massif de participants. Certains, disons-le, bien intentionnés dans une contestation en laquelle il n'y a pas grand-chose à dire. Et les forces de l'ordre, on va le redire, étaient là aussi pour protéger les manifestants, puis d'autres qui sont venus pour casser. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne traverse pas la campagne avec des boules de pétanque, des explosifs, des haches, etc., etc. On traverse la campagne. J'ai une vision plus bucolique de la promenade que l'on peut faire dans les champs. Petite parenthèse que j'ouvre et que je referme. Mais je veux dire que le fonctionnement ne doit pas être un fonctionnement en silo. Et, pardon, mais l'époque me conduit à dire d'ailleurs que dans d'autres domaines que celui-là, et pardon si je sors un peu de votre saisine, les pôles spécialisés, violences faites aux femmes, c'est la même chose. Ce que nous faisons, c'est d'essayer de rapprocher les différents partenaires pour ne plus qu'il y ait de perte d'informations, parce que c'est toujours au préjudice de la justice, évidemment, et des victimes. Et donc, il y a eu cette préparation en amont. Et puis, il y a une souplesse, naturellement, pour répondre très directement à votre question, qui permet la délégation de membres d'un parquet vers, j'allais dire, un autre parquet qui va connaître une situation d'urgence. Parquet et siège d'ailleurs. Et moi, je ne suis pas, alors, pas du tout opposé à ce qu'on puisse encore travailler sur ces questions. D'ailleurs, vous savez que, mais là, on sort un peu du périmètre métropolitain, si j'ose dire, mais on a envisagé aussi des brigades de l'urgence, vous le savez, pour envoyer en urgence sur des territoires qui connaissent des problèmes d'attractivité. Je pense à Mayotte, par exemple, je pense à Cayenne, des magistrats et des greffiers pour aller en urgence aider la justice locale. Donc, je suis, moi, dans cet état d'esprit. Je lirai évidemment avec beaucoup d'attention votre rapport et pourquoi pas continuer à travailler sur ces questions et envisager encore davantage de mobilité, de flexibilité. C'est un terme qu'on utilise rarement en matière de justice, mais pour que justement, dans les situations d'urgence, dans les petites juridictions, on puisse régler cette question et en tous les cas mieux l'anticiper. Je veux d'ailleurs dire que dans le ressort de la Cour d'appel de Poitiers, on doit envoyer 33 magistrats, 39 greffiers et 28 attachés de justice, en espérant naturellement que plus rien ne se reproduise à Sainte-Soline ou dans le ressort de la Cour d'appel de Poitiers, ni d'ailleurs dans les autres ressorts. Enfin, je voulais vous donner cette précision. Et naturellement, tout ça se déclinera sur un temps long. Enfin, vous le savez aussi bien que moi. Tout cela est prévu à l'horizon, bien sûr, 2027, puisque c'est la loi de programmation. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces précisions. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Florent Boudier, donc, qui est rapporteur de notre commission d'enquête. Chers collègues, vous avez la parole. Monsieur le Ministre, si vous pouvez juste éteindre votre micro pour que notre rapporteur puisse, lui, s'exprimer. Et puis, évidemment, vous pourrez le rallumer pour reprendre la parole dans la foulée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux. On reprend à la rentrée parlementaire avec vous. C'est une très bonne chose devant la commission d'enquête et j'en profite pour saluer nos collègues membres de la commission d'enquête. Vous avez commencé vos propos, Monsieur le Ministre, en rendant un hommage appuyé aux forces de l'ordre. Je fais une remarque devant les collègues membres de la commission d'enquête. Nous étions hier à Sainte-Soline, cela a été dit par Monsieur le Président à l'instant. Et il y a en effet, vous avez parlé d'individus violents, d'affrontements.
lorsque l'on est sur place et que l'on a un constat physique de la situation géographique, nous aurons l'occasion, mes chers collègues, d'en reparler, mais il apparaît un constat très simple, c'est qu'il n'y a pas d'affrontement possible avec les forces de l'ordre s'il n'est pas organisé, prémédité. Et lorsque 6 tonnes de pierres sont, par exemple, accumulées, ça n'est pas, pour reprendre votre propos, pour imaginer des constructions bucoliques, mais évidemment, ce sont des armes par destination, pensées comme telles, avec toutes les conséquences pour l'intégrité physique et la vie de nos forces de l'ordre que l'on peut imaginer. Donc, bien sûr, je vais dans le sens de vos propos. J'ajoute, vous le savez, Monsieur le Ministre, que a lieu très prochainement un procès. Et nous n'avons pas à commenter, évidemment, les conditions dans lesquelles il se déroule. Je peux, par contre, vous me permettrez une remarque sur la pression exercée sur les magistrats. C'est dans quelques heures. Pression à l'encontre des magistrats du parquet comme des magistrats du siège, dénonçant par avance que toute décision qui n'aboutirait pas à de simples amendes serait par conséquent la traduction d'une justice par essence politique. Voilà, je tenais, mes chers collègues, en cette reprise de notre commission, de dénoncer de tels agissements, de tels propos. Peut-être voulez-vous ajouter, j'aurai quelques questions à vous poser. Oui, juste un point là-dessus, si vous le permettez, monsieur le ministre, pour rebondir. C'est vrai que hier sur place, ce qui nous a étonnés, c'est par exemple des titres de la presse locale qui indiquaient que si les peines prononcées étaient supérieures à, on devait considérer qu'il s'agissait en réalité d'un procès politique. Donc, et d'ailleurs avec l'un des titres qui était de dire procès politique. Et donc on voit bien que là il y a un glissement qui peut très très vite être dangereux, puisque on cherche à déconnecter la matérialité de faits avérés pour différentes raisons. Et c'est vrai que ça nous a, sur le rapporteur insistait sur ce point, ça nous a évidemment étonnés. Et d'ailleurs avec aussi une sorte de logique consistant à dire, mais est-ce que votre commission d'enquête, finalement, elle ne va pas simplement produire un autre récit et qu'on serait dans une sorte de récit contre récit, alors que, je tiens une nouvelle fois à insister, le rôle d'une commission d'enquête est de tout faire pour objectiver les choses, aller le plus près possible du réel, même si, évidemment, il peut y avoir des éléments d'interprétation, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les rapports permettent aussi aux différents groupes parlementaires d'avoir leurs propres apports dans ce rapport. Mais j'insiste une nouvelle fois qu'une commission d'enquête cherche à objectiver et pas simplement à produire un autre récit, comme si on était dans une sorte de récit contre récit. Pardon, mais c'est vrai que ça nous a particulièrement étonnés hier, pour ne pas dire plus, mais je vous laisse la parole, monsieur le ministre. Rouge, ça marche ou... Oui. C'est curieux, mais rouge, ça marche. Eh bien, ok. Non, pour tout vous dire, mais j'en ai ras-le-bol de cette petite musique de la désobéissance civile. Bon, on sait d'où ça vient, c'est très clairement énoncé, c'est même revendiqué. On a le droit aujourd'hui, semble-t-il, disent certains, quand on est porteur d'une cause que l'on estime légitime, de ne plus obéir à la loi. C'est infernal. Et je le dis très clairement, rien n'est plus liberticide que cela. Tant il est vrai qu'au fond, la liberté, d'abord, ma liberté s'arrête où commence la vôtre, et puis deuxièmement, comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, la liberté, c'est l'obéissance à la loi commune. Rien d'autre que ça. Alors, quand on n'est pas content de l'inaction gouvernementale en matière d'écologie, on peut aller fracasser des œuvres d'art. Ben tiens donc. À Sainte-Soline, moi je veux quand même rappeler les choses très clairement. Et là on est dans de la chose publique. Bien sûr,
Je suis évidemment, monsieur le rapporteur, très soucieux, comme vous, de l'indépendance totale de la justice, et je ne veux pas, naturellement, la Constitution me l'interdit, c'est très bien comme ça, interférer dans des affaires en cours. Mais enfin, Sainte-Soline, moi, il y a eu des concertations avec les élus pour ces bassines. Après, on peut contester, ne pas contester, on a le droit. On peut aller manifester si on déclare la manifestation. Si on ne la déclare pas, on n'est pas dans les clous. Bien. Et vous avez des forces de l'ordre qui viennent là à la fois pour protéger les manifestants et également pour protéger un objet, en l'occurrence cette bassine, cette méga bassine, qui a fait l'objet de concertations préalables. Et voilà des gens qui sont gravement blessés. Voilà des camions de gendarmerie qu'on brûle, des gens qui ont traversé l'Europe pour abonder cette horde de types qui ne respectent rien. Moi, je suis très choqué par ça. Il y a quelques jours, à Aurillac, une dame a été interpellée par la gendarmerie ou la police, peu importe. Le procureur a envisagé une ordonnance pénale. Dans les temps qui sont suivis, manifestation, 1000 personnes, m'a-t-on dit, pour protester contre la brimade ainsi infligée par le parquet. Et vous savez à quoi on s'en est pris? Au drapeau. On a tagué la façade du tribunal d'Aurillac, on est rentré, on a tout fracassé. On a tout fracassé. Le Sauge, qui est le lieu où on accueille le justiciable, ça c'est le premier contact de nos compatriotes avec la justice. T'es mis par terre, fracassé, les vitres, les ordinateurs, le système de vidéoconférence, par terre. Et il s'en est fallu de quelques instants que cette juridiction ne soit totalement détruite par l'incendie qui a été allumé par ces gens qui se croient tout permis. Et moi, je pense que tous ensemble, si on est respectueux de notre démocratie, on doit s'interdire, me semble-t-il, se laisser faire cette scandaleuse musique qui consiste à dire « mais vous avez raison, allez-y, fracassez tout, vous êtes dans les clous, vous avez le droit ». Non. Et il y a, je le dis, des incendiaires dans le monde politique. Et voilà où nous en sommes. Sur, monsieur le rapporteur, la question de la préméditation, sans doute. Moi, je ne traverse pas toute la France avec des boules de pétanque et une hache et des explosifs dans mon sac si je me rends quelque part. Hein. Surtout pour une promenade, je le redis, bucolique, parce que c'est ce qu'on nous a vendu. Donc, la difficulté, c'est de l'appréhender. Et c'est toute la question probatoire que j'évoque dans mon propos et la nécessité d'avoir recours. Mais encore faut-il qu'on puisse le faire à l'infraction d'association de malfaiteurs. Encore un mot, là, sur les pressions exercées sur les magistrats. D'abord, les magistrats ne sont pas sensibles aux pressions. Ils sont indépendants. Indépendants du pouvoir politique, c'est formidable, et ça ne doit pas changer, parce que c'est ça, l'état de droit, et l'un des critères de l'état de droit. On peut critiquer une décision de justice, on peut ne pas être d'accord, on peut... voilà, ok, tout ça. Mais la justice, elle est indépendante. Et le jour où le garde des Sceaux pourra décrocher son téléphone pour dire « dans cette affaire, jugez comme ci, jugez comme ça », ce sera fini de notre démocratie. Mais ça s'applique à tout le monde, ce respect que l'on doit à l'institution judiciaire. Je l'ai dit à propos d'événements récents, personne, je dis bien personne, ne peut exercer de pression. Personne. Et au fond, une décision est prise, certains s'arrogent le droit d'exercer des pressions sur l'autorité judiciaire. Mais où on est là? Alors, on va dire
dire les choses très clairement. Les magistrats, ils ne sont pas sensibles aux pressions. N'inquiétez pas, ils vont évidemment résister à tout ça. Mais dire par anticipation et porter cela avec parfois une résonance publique, qu'au-delà d'une certaine peine, c'est plus de la justice, mais c'est de la, je sais pas quoi, ce qui se fait dans les pays qui sont des dictatures, c'est quand même insupportable. On devrait tous, je dis bien tous, condamner des propos comme cela, non? Ben moi je crois, enfin. Je sais pas, puis il y a tous ces gens qui pensent que nous avons basculé dans le liberticide. Je les invite à aller faire un petit tour à l'étranger. Il y a quelques pays, je pourrais leur dire à l'oreille que je leur suggère de visiter. Enfin, quand même, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de raconter ces salades, ça fait un mal de chien. Comment vous voulez que, sur des esprits fragiles, faibles, pardon, mais quand on est jeune, on est adolescent, on a tous été un peu rebelles, voilà. Quand on met ça dans le tuyau de l'oreille d'un gamin, vous voyez, au-delà de 500 balles d'amende, on a basculé dans la dictature judiciaire, la justice est politique. Pas demander à ces gamins d'aller revoir Z de Costa Gavras, ils auraient une vraie idée de ce qu'est la justice politique. Mais enfin, il faut arrêter ces conneries. C'est insupportable, ça. Insupportable. Non, la police ne tue pas. La police nous protège. Non, la justice n'est pas politique. Non. Et qu'elle ne le soit jamais. Voilà ce que je veux dire avec véhémence, parce que j'en ai marre. Vous avez des gens là qui se croient autorisés. Et d'ailleurs sur des affaires totalement différentes. Hein. Prendre la parole publiquement pour dire mais qu'est-ce que c'est de ce truc, et il faudrait ci, il faudrait ça. La justice, elle a besoin, je l'ai dit, d'indépendance. Et c'est un des rôles du garde des Sceaux que d'assurer cette indépendance. Elle a besoin de sérénité. Voilà. J'en viens, Monsieur le Président, parce que je vais me calmer un peu, aux deux premières questions que vous m'avez posées. Trouver l'apaisement, mais il faut dire les choses parfois comme elles méritent d'être dites. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction entre l'administratif et le judiciaire, mais une forme de complémentarité. D'abord, on va rappeler que l'organisation des services de police et de gendarmerie, c'est la tutelle du ministre de l'Intérieur, avec lequel, sur ces questions, je dis de façon très claire, je suis totalement en phase. Mes circulaires ont rappelé d'ailleurs la nécessité de participer à des réunions préparatoires, parquet, police, préfecture, etc. Ce que j'ai dit à de multiples reprises, je n'y reviens pas. Et puis le développement aux côtés des policiers chargés du maintien de l'ordre et rompus aux enquêtes judiciaires, j'ai effectivement demandé à ce qu'il y ait cet indispensable rapprochement. On ne peut pas, je pense qu'on ne le fait pas aujourd'hui, fonctionner en silo, ça n'est pas possible. Est-ce qu'il y a besoin de réformes procédurales? Bon, il y en a eu déjà un certain nombre. À la suite des dernières émeutes, on n'a pas eu de remontée, à vrai dire, Monsieur le Président, sur des lacunes textuelles. Et je peux vous dire que, de façon proactive, si nous avions eu le sentiment qu'il nous manquait quelque chose, nous aurions immédiatement comblé ce vide. Mais, je le redis sans flagornerie, le travail de co-construction que j'essaie de conduire depuis que je suis garde des Sceaux avec le Parlement m'amène à vous dire que, naturellement, je serai très attentif aux préconisations de votre rapport. Rien n'est interdit. Les choses ne sont pas figées. Il faut qu'on continue à améliorer tout ça, parce qu'il y a des phénomènes, je l'ai dit, et puis cette petite musique de la désobéissance civile. Bon, je ne sais pas, si je ne suis pas d'accord, je ne vais pas saccager une toile dans un musée. Et pourtant, je ne suis pas d'accord avec tout. Vous voyez, voilà, comme chacun d'entre nous. Mais bon. Sur les peines complémentaires d'interdiction de séjour, de paraître, de manifester, je rappelais la dépêche, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, du 18 mars 2023
qui rappelle l'intérêt de ces peines complémentaires. Interdiction de manifester, ça peut être pendant 3 ans. Et en 2019, il y a eu 340 interdictions de manifester prononcées. En 2022, il y a un peu plus de 200 interdictions prononcées. Voilà ce que je voulais vous préciser. Naturellement, le questionnaire que vous m'avez adressé est plus précis, bien sûr, j'entends. Il y a un certain nombre de chiffres qu'on doit vous communiquer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça arrive très vite. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vais aussi passer la parole aux collègues membres de la commission d'enquête qui souhaitent s'exprimer. Donc, Monsieur Taverne, je vous en prie, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, je voudrais quand même attirer votre attention que vous avez apporté votre soutien aux forces de sécurité intérieure. Et je pense que, comme vous l'avez dit, l'ensemble de la représentation nationale devrait le faire, ce qui n'est pas le cas de certaines entités politiques. Et ces forces de sécurité intérieure en ont bien besoin. Et c'est vrai que quand nous sommes allés à Sainte-Soline hier, je pense que certains auraient dû faire le déplacement, puisque quand on voit qu'il n'y avait pas seulement des couteaux, des cutters, il y avait des poignards, des machettes, des haches. Donc venir manifester en toute simplicité avec des armes perforantes, tranchantes, contondantes, ça pose quand même véritablement question. Donc il faut rappeler véritablement notre soutien aux forces de l'ordre. Alors, ma question porte sur la qualification judiciaire qui est systématiquement retenue, puisque, comme vous l'avez dit, il y a de la préméditation quand on vient avec des armes, quand on prépare 6 tonnes de pierres, il y a toute une organisation. Et quand on entend les forces de l'ordre, elles sont interpellées justement par la qualification judiciaire. Violence avec armes, pour des gens qui ont un dispositif, une préparation, une tactique, une stratégie, ça pose véritablement question. Il y a également le traumatisme envers les habitants, les élus qui hier étaient émus. Un maire nous disait il y a eu des pressions sur les habitants, il fait des gens cagoulés qui arrivaient dans un petit village où il ne se passe rien. Imaginez le traumatisme des habitants qui n'osaient même plus sortir de chez eux. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez que quand il y a des agressions de ce genre envers les forces de l'ordre, qu'il devrait y avoir une qualification beaucoup plus importante, notamment par exemple une tentative de meurtre, puisque quand on balance des pavés et des boules de pétanque sur des policiers, des gendarmes, mais c'est pour les tuer, véritablement pour les tuer. Et là-dessus, je voudrais également, Monsieur le Président, rebondir sur la proposition de loi de Naïma Mouchou, rappelez-vous, pendant la niche parlementaire d'Horizon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette proposition de loi aurait été adaptée à la situation, puisqu'elle rétablissait des peines minimales pour les agressions envers les élus, les policiers, et je pense qu'ils ont été interpellés par votre opposition à cette proposition de loi, puisqu'aujourd'hui, quand on veut soutenir les policiers et les gendarmes, on le fait de toutes nos forces. Merci. Monsieur le ministre, je vous passe la parole. Je ne sais pas s'ils ont été émus par ma réponse, mais je vais quand même vous dire très, très aimablement qu'elle a été un peu instrumentalisée. Moi, je vais vous dire, monsieur, j'essaie d'être pragmatique, et je pense que le bon sens est une vertu cardinale. Vous évoquez les peines planchées. Par prétérition, on n'avait pas prononcé le mot, mais on va y aller, c'est pas un mot tabou. Moi, je dis 2 choses là-dessus. Je suis longuement exprimé. Si j'avais la certitude que c'est efficace, j'irais.
Mais ça n'est pas efficace, parce que nous l'avons déjà testé. Et ce que vous appelez des peines planchers, en réalité, ça n'est pas des peines planchers. Pourquoi ? Parce qu'une peine plancher, elle n'est pas récente. Une vraie peine plancher, c'est-à-dire que le juge n'a pas le choix, elle est par définition inconstitutionnelle. Voilà, on a fait le tour de la question. Voilà ce que j'ai dit. Donc, ça n'est pas méconnaître, comment dirais-je, le besoin de fermeté exprimé par les forces de sécurité intérieure. C'est pas ça du tout l'histoire. La vraie peine plancher, vous dites demain, voilà, atteinte aux policiers, c'est tant et le juge n'a pas le choix. C'est inconstitutionnel. Bien. Deuxièmement, est-ce qu'on les a testés ? Oui. Est-ce que la délinquance a baissé pendant la période ? Non. Ben, voilà des raisons, mais qui me sont permis de vous faire remarquer, puisque vous évoquez cela, et au fond la fermeté qui peut être la mienne. J'ai renforcé les pénalités chaque fois que l'on s'en prend aux forces de sécurité intérieure. J'ai fait en sorte, dans un autre texte, je ne sais pas si vous l'avez voté, je ne suis pas convaincu, mais peu importe, je ne vais pas vous répondre sur le ton de la polémique, pour interdire que des grâces soient au bénéfice d'auteurs de faits contre les forces de sécurité intérieure. Ce sont des choses qui ont été faites très clairement. Bien. Maintenant, vous me posez la question d'une façon un peu singulière. Vous me dites, ouais, mais ils contestent les qualifications. La qualification, elle appartient d'abord au parquet et ensuite au juge, qui peut d'ailleurs modifier la qualification retenue par le parquet, dans un sens ou dans l'autre, à personne d'autre. C'est pas le garde des Sceaux. Vous savez, les films noir et blanc où le garde des Sceaux décroche son téléphone pour dire au procureur tremblant, je voudrais vous dire, hein, dans cette affaire, ça c'est fini, hein, terminé. Puis heureusement d'ailleurs, parce que les juges ont acquis de haute lutte leur indépendance, et ils en sont particulièrement soucieux. Alors, je ne dis pas que vous voudriez revenir à cet état des choses qui est le nôtre, je ne dis pas ça, mais n'ayez jamais ces mauvaises idées. Laissons faire la justice. Alors, d'abord, les textes, ils existent. Vous citez vous-même la tentative d'homicide, ça existe. Si ça n'est pas retenu par le parquet, il y a bien quelques raisons à cela. Là, les parquets, au quotidien, hein, ils travaillent comme ça avec les services de police. Alors ensuite, il y a des expressions, notamment on a entendu des expressions syndicales, contre lesquelles je me suis toujours battu. Vous savez que, vous savez peut-être pas, mais j'ai été invité au Beauvau de la sécurité. Je suis le seul garde des Sceaux qui a fait ça. J'y suis allé. J'ai rencontré toutes les organisations syndicales. Et récemment, j'ai inauguré l'ouverture du congrès annuel du syndicat Alliance. Qu'est-ce que je leur ai dit ? Je leur ai dit, vous avez tort de dire que le problème de la police, c'est la justice. Je vais vous dire pourquoi vous avez tort de dire ça. S'il n'y a pas la justice qui contrôle l'activité de la police, alors vous ne pouvez pas dire que la police est républicaine. C'est cette interaction police-justice qui fait que. Et moi, je n'aime pas quand j'entends des expressions du genre problème de la police. D'ailleurs, on l'entend de moins en moins. Mais on l'a entendu, et beaucoup à un certain moment. Et moi, je disais, nous sommes dans la même barque républicaine. Et de la même façon qu'on ne peut pas accepter que certains ozos viennent nous dire que si on est au-delà de l'amende, c'est une justice politique, de la même façon, on ne peut pas entendre ce même discours tenu par d'autres. Respectons la justice. Et la grande difficulté, je vous le concède, vous voyez, là-dessus vous jouez sur du velours, c'est que la présentation qui est faite de la justice au quotidien, c'est une présentation fait-diversière. Je m'explique, monsieur le député. Une femme se fait tuer, c'est un échec absolu. Et on dit une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, notamment au travers des chaînes d'information continue, qu'elle s'est fait tuer. Mais naturellement, on ne dit jamais ce que nous avons évité, parce que nous avons développé le bracelet anti-rapprochement, le téléphone grave danger, les ordonnances de protection. On travaille de façon constante sur ces sujets, sur ces questions. Et donc on retient, une femme s'est fait tuer. Et derrière ça, il y a, mais que fait la justice ? Et la justice devient responsable, alors que la justice, vous le savez bien, elle n'intervient d'une certaine façon que quand le mal est fait. Et que la justice ne peut pas endosser
une éducation qui n'a pas été faite avec les transmissions indispensables. Je parle là de responsabilité parentale, qui est un sujet sur lequel je veux aller avec lucidité. On m'a beaucoup critiqué là-dessus. Mais je redis, moi, à propos des émeutes, qu'un gamin de 11 ans n'a rien à faire dehors, qu'il faut tenir ses enfants. Bon. Et puis ensuite, évidemment, l'éducation nationale, etc. La justice intervient, non pas en amont, mais bien après tout cela. Et il y a une espèce de perversion des choses qui incite dans une espèce de mouvement compassionnel que je peux entendre, à dire mais la justice est responsable de ça. Donc je me méfie, moi, de tout ça. Vous voyez, la justice, il faut la regarder avec beaucoup de recul, beaucoup de respect, beaucoup de sérénité. Bien sûr qu'elle peut se tromper, évidemment. Mais on peut se tromper au ministère, le Parlement peut se tromper, tous ceux qui font peuvent se tromper. Il n'y a que ceux qui blablatent et qui disent il n'y a qu'un faucon, ceux-là, ils ne se trompent jamais. Mais là, bon, c'est remarqué que dans tous les domaines, il y a 15 experts à la douzaine, dans tous les domaines, qui nous expliquent, qui vous expliquent. Voilà. Enfin, les gens qui bossent, ils peuvent tous se tromper. Donc, un juge peut se tromper, bien sûr. Mais d'ailleurs, la meilleure démonstration de ce qu'un juge peut se tromper, c'est qu'il y a un appel. C'est qu'on peut interjeter appel. Donc il faut se méfier, vous voyez, de ces cristallisations sur des affaires précises pour cracher sur toute la justice. Et moi je dis que tous les républicains devraient se garder de critiquer la justice comme on le fait. Comme on le fait là-bas pour ceux qui n'osent pas envisager une autre peine que celle qu'ils ont déterminée. Il y a ceux-là, mais il y a tous les autres. Et il faut se méfier de tout ça, parce que tout ça est délétère et que ça nous fait finalement beaucoup de mal. Donc, voilà, pardon, j'étais un peu long. Je suis tenu aussi par les 2 minutes, moi, comme mon QAG. Non. Parce que là, j'ai l'impression coupable de les avoir largement, Monsieur le Président, dépassés. Je me passionne pour ces choses parce que j'essaie de défendre la justice en sachant qu'elle a des défauts. Mais attention, c'est une grande institution. Pareil pour la police. Hein. Si on la résume à une équipe de meurtriers, on n'est pas dans les clous de notre belle démocratie, je veux dire. Voilà. Oui, je vais passer la parole à monsieur le rapporteur, et puis ensuite, madame Martinez, monsieur Odoul, monsieur Caron. Oui, merci, Monsieur le Président. Je partage vos propos, Monsieur le Ministre, qui consistent à dire nous n'avons pas à accepter, quelles que soient les voies concernées, celles et ceux qui font pression sur la justice et qui veulent déterminer à la place même des juges les décisions judiciaires que l'indépendance leur impose, de façon républicaine, de décider. Une question peut-être sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez parlé de l'arsenal législatif, de son amélioration possible. Et vous avez en particulier évoqué dans votre intervention liminaire l'outil de marquage codé. On appelle ça aussi le marquage chimique. Bon. Comment ça fonctionnerait dans votre esprit? Ça intéresse évidemment la commission d'enquête de regarder cette proposition de près, parce que soit on est dans une phase amont, et des questions peuvent se poser sur la liberté de manifester, soit l'on est dans la situation de violence s'exerçant, et auquel cas, là, on est dans la situation plutôt d'identification des individus violents. Est-ce que vous avez des précisions à apporter à la commission d'enquête, monsieur le garde des Sceaux? Je peux répondre tout de suite? Je vous en prie, monsieur le rapporteur. En fait, c'est un outil chimique qui permet, une fois que vous l'avez reçu, de marquer, c'est indélébile. Et ça permet d'avoir la preuve que vous étiez présent. Oui. Ça ne prouve pas forcément une culpabilité. C'est plus... Sur le terrain probatoire, il y a encore un travail à accomplir. Parce que si vous êtes un manifestant tranquille et que vous êtes dans une manifestation avec comment dirais-je, tout ce qui caractérise une manifestation légale, à Sainte-Soline, il y a aussi cette question de la légalité de la manifestation. Voilà. Mais ça permet de... c'est indélébile. Vous ne pouvez pas... voilà. Et s'agissant de ces produits de marquage, avec l'acronyme, on adore les acronymes évidemment, c'est le PMC, hein, le produit de marquage codé. Ça prend la forme en réalité d'un liquide, évidemment inoffensif, projeté invisible à l'œil,
mais décelable uniquement par fluorescence. Voilà. 2 dépêches, je vais être très précis. L'une diffusée en juin 2014, donc c'est un vieil outil déjà. L'autre en mars 2019, présentant évidemment l'intérêt procédural de cette technique, ainsi que le cadre juridique applicable. En espèces, monsieur le rapporteur, les articles 14, 39-3, 41 et 81 du Code de procédure pénale relatifs aux pouvoirs d'enquête généraux. Et ils ont été utilisés, ces produits, lors des manifestations anti-bassines des 25 et 26 mars 2023 à Sainte-Soline. Juste une précision, on est dans le cadre donc de la présommation, puisqu'on a une difficulté, c'est un sujet qu'on traitera dans un rapport d'ailleurs, d'identification des profils. C'est-à-dire qu'on voit bien que, y compris sur la communication aux manifestants de bonne foi, pour les séparer de celles et ceux qui sont de mauvaise foi. J'emploie des termes modérés. On est bien donc dans une phase post-sommation, de dispersion, pour pouvoir resserrer la focale sur des individus supposés, prétendus violents. Branchez le micro, s'il vous plaît, monsieur. En réalité, je vous êtes prudent. Peut-être même que c'est un excès de prudence, parce que j'imagine mal que l'on aspergeât de ce produit des gens qui se promènent tranquillement, qui sont dans la promenade bucolique, telle qu'elle avait été décrite. Bon, mais c'est un bel outil qui permet de... voilà. Un type cagoulé, par exemple, que vous l'aspergez de ce produit, inoffensif, je le redis, hein, pas qu'on s'inquiète, oui. Naturellement, on retrouve ensuite la trace par un examen d'un processus de fluorescence qui, d'un point de vue technique, me semble-t-il, mais je ne suis pas un expert, ressemble un peu à ce que l'on appelle le Blue Star. C'est-à-dire que c'est, pour le coup, sont un peu différents, mais ce sont des traces de sang qui sont invisibles à l'œil et qui sont révélées par fluorescence. Oui, oui, bien sûr. Naturellement, il faut le cadre, ça va sans dire. Oui. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, je passe la parole à monsieur Odoul pour 2 minutes. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, nous partageons un point de vue, au-delà de notre soutien pour les forces de l'ordre. Vous avez dit, vous en avez marre de la petite musique, de la désobéissance civile. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous nous avez dit, nous savons d'où ça vient. Ma question elle est très, très claire. D'où ça vient? Vous nous avez dit aussi, il y a des incendiaires dans le monde politique. Propos extrêmement pertinents. J'aimerais vous poser la question très simple. Qui sont ces incendiaires? De les nommer, parce qu'il faut être précis. Ensuite, là où je vais avoir quelques oppositions avec votre propos, c'est que vous nous avez dit la justice a été à la hauteur de sa mission. Malheureusement, monsieur le ministre, ce n'est pas le point de vue de l'immense majorité de nos concitoyens. Voilà. Et je ne parle pas évidemment des sondages que vous connaissez. 73% des Français qui affirment que la justice fonctionne mal, 89% des Français estiment que la justice est trop laxiste. Mais si on prend les événements des dernières manifestations, réforme des retraites et Sainte-Soline, finalement, ça se vérifie. Je vais prendre, au-delà de l'exemple de Sainte-Soline, puisque je n'ai pas pu être avec les collègues hier, et ça a été commenté par d'autres, mais si on prend la manifestation et les manifestations du 1er mai, 540 personnes ont été interpellées en France, près de 400 policiers blessés. 400 policiers blessés pour le 1er mai. Et les condamnations, vous avez seulement 2 hommes qui ont été condamnés. Voilà. Donc vous voyez bien que la réponse pénale que vous avez demandée, systématique et rapide, il manquait, à mon sens, un adjectif, c'est ferme. Et très clairement, si la justice est passée, excusez-moi, monsieur le ministre, si la justice est passée, elle est passée à côté. Et effectivement, vous avez dit, la justice, elle arrive toujours après. Elle arrive toujours après et elle ne peut pas enrayer le mal. Je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre, la justice ne peut pas tout faire. En revanche, le rôle de la justice, c'est de faire en sorte que le mal ne se répète pas, ou en tout cas qu'il se répète moins.
Et comme la justice n'est pas dissuasive, et c'est là le problème de votre politique, de votre philosophie depuis longtemps, et ça s'est révélé dans le cadre de ces manifestations, le mal se répète. Je vous en prie, monsieur le ministre. Pardon de vous dire, monsieur Odoul, que vous mélangez tout. Et je vais me faire un plaisir de vous répondre. Je ne suis pas certain de vous convaincre, parce que vous êtes dans une posture, contrairement à moi. D'abord, qui sont les incendiaires? Vous le savez, qui a dit la police tue? C'est l'extrême gauche. Moi, je suis très clair avec ça. Et votre question, elle est habile. Vous voudriez que je vous donne, non pas l'extrême onction, mais l'onction extrême. Au fond, que je vous détache de l'extrême gauche pour montrer à quel point vous êtes, vous, sur ces sujets, des gens parfaits. Je ne le pense pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, vous faites votre miel, ben oui, de ce que je dénonçais tout à l'heure, ce que j'appelle la fédiversification de la justice. Par exemple, vous dites, sur tous les plateaux de télé où vous allez, que la justice est laxiste. C'est faux, monsieur Odoul. Tous les chiffres le démontrent. Je dis bien tous. Qu'il s'agisse de la justice criminelle, rendue par la cour d'assises, par des Français, comme vous, comme moi, qu'il s'agisse de la justice correctionnelle. Tous les chiffres le démontrent. Et le troisième argument, c'est la surpopulation carcérale. C'est-à-dire, dans ce pays, que la justice est laxiste, quand on voit comment les prisons sont remplies, il faut oser. Mais vous en faites votre miel. Et vous n'arrêtez pas là-dessus. Et on a beau vous contredire et dire, au Parlement, je vous l'ai dit 20 fois, vous avez progressé, vous votez maintenant les moyens supplémentaires. Bon. Vous n'étiez pas au rendez-vous de ces obligations-là. Chaque fois que je vous répondais, je dis, vous êtes gentil de critiquer la justice, mais ouais, chaque fois qu'on vous a demandé un peu d'améliorer les budgets, vous n'étiez pas là. Ni justice, ni d'ailleurs force de l'ordre. Hein, vous ne vouliez pas. Bon, bref, je me rappelle ça parce que vous avez voulu politiser un peu là le débat. Mais qu'il me soit permis de vous dire que vous allez raconter ça partout. Autre mensonge, autre inexactitude, allez, je vais être magnanime. Vous dites les peines ne sont pas exécutées. Dans ce pays, il y a, bon, je ne sais plus combien, 100 000 peines, pardon pour l'imprécision, qui ne sont pas exécutées. C'est faux, monsieur Odoul, je vais vous expliquer ce qui se passe. En réalité, quand on décerne un mandat de dépôt à l'audience correctionnelle, la peine, elle est immédiatement exécutée. Vous voyez, le type, il arrive, il est condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme, mandat de dépôt, on lui remet les menottes et il s'en va en prison. Quand c'est une peine qui est aménageable, et de ce point de vue, je voudrais vous dire que nous avons été 2 fois plus sévères que ce qui existait autrefois, puisqu'on pouvait aménager une peine jusqu'à 2 ans, et nous avons fait en sorte qu'elle ne soit plus aménageable à 2 ans, mais à 1 an. On a réduit par 2. On a été plus sévère, vous voyez. Bon. Mais pour aménager, monsieur Odoul, il faut réunir le SPIP, il faut réunir le JAP, juge d'application des peines, service de probation d'insertion pénitentiaire. Ça prend du temps. Ça ne veut donc pas dire que cette peine qui n'est pas immédiatement exécutée n'est pas exécutée. Ça veut dire, monsieur Odoul, qu'elle est en cours d'exécution. Et quand elle est exécutée, elle sort de ce lot de peines non encore exécutées, et d'autres peines sont arrivées. Et cette masse de peines, ce n'est pas une masse de peines non exécutées, c'est une masse de peines en cours d'exécution. Je l'ai dit 1 fois, je l'ai dit 2 fois, je l'ai dit 3 fois. Vous vous en moquez. Vous voulez dire à nos compatriotes, parce que ça marche bien, parce que c'est très porteur sur le terrain électoraliste, que les juges... Attendez, laissez-moi finir, vous m'avez posé une question, je vais vous répondre complètement. Que les juges sont d'affreux laxistes, que les peines ne sont pas exécutées, et que naturellement tout ça va s'améliorer si un jour vous arrivez au pouvoir. Voilà ce que vous vendez. Mais qu'il me soit permis de vous dire, et je n'ai pas le don de médiumnité, que si un jour, monsieur Odoul, vous deviez arriver au pouvoir, si un jour, ce que je ne crois pas, ce que je ne souhaite pas, je ne vous donne pas 2 jours sans que vous ayez eu dans ce pays des infractions, des crimes, parce qu'il faut quand même que vous entendiez hein, que la criminalité est consubstantielle. Bon,
je vais encore vous donner d'autres arguments. Parce que vous avez eu l'idée, monsieur le député, d'aller voir ce qui se passe ailleurs en Europe. Et comment nous ne sommes pas, mais loin s'en faut, les derniers en termes de sévérité. Vous ne faites pas ce travail. Vous dites, dès qu'il y a un malheur, vous dites, bah, c'est la faute à la justice, elle est laxiste. Alors les types, ils se croient tout permis. Voilà ce que vous racontez sur les plateaux de télé où vous allez, etc., etc. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Je vous ai dit de façon un peu abrupte. Vous confondez tout. Oui, je veux dire, vous me donnez un nombre. Alors vous me dites 500 interpellations, c'est ça? Et puis peu de condamnations. Mais dites-moi, vous voudriez qu'on condamne des gens au bénéfice du doute? C'est ça que vous voulez? C'est ça votre projet? Reprenez la parole si vous voulez. Non mais parce qu'on nous regarde aussi, vous voyez? On nous regarde là. C'est aussi l'utilité des choses. C'est public. C'est formidable. Non mais attendez, votre programme c'est quoi? Moi je dis, ben, ça veut dire que la justice a fait le tri. Parce que vous croyez qu'il y a un magistrat au parquet qui regarde la procédure puis qui dit, tiens, Duchemin là il est coupable mais on va classer sans suite? On ne poursuit pas? Vous pensez franchement que c'est comme ça que ça se passe? Mais c'est injurieux à l'égard des magistrats. Si un type n'est pas poursuivi, monsieur le député Odoul, c'est parce qu'il n'y a pas matière. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une responsabilité ou une carence, ni des services de police. Les services des polices défèrent des gens, pensent que... Et ensuite, il y a tout un travail. Vous n'accepteriez pas, vous, d'être condamné sur un soupçon. Vous exigeriez, citoyen que vous êtes, dans ce grand pays qu'est le nôtre, qu'il y ait contre vous des preuves de votre culpabilité. D'ailleurs, le serment aux assises, c'est quelles sont les preuves rapportées, contre l'accusé. Quelles sont les preuves? Bon, mais il n'y a pas de preuves, on en tire, voilà. Mais ça ne peut pas être un sujet polémique. Je vais vous dire, chacun doit être à sa place. Les policiers font leur boulot, c'est un boulot très difficile. Moi, je leur rends hommage, comme vous, j'ai entendu. Les magistrats font un boulot très difficile, en toute indépendance. Mais une interpellation, ça ne signifie pas une condamnation. Et heureusement, dites-moi. Heureusement. Donc les chiffres, d'ailleurs, je vais vous dire, il manque un petit bout parce qu'il y a des affaires qui sont parties à l'information, à l'instruction aussi. Pas les résultats, voilà. Moi, je ne m'occupe pas du suivi individuel, etc. Mais voilà comment les choses fonctionnent. Voilà des choses qui méritent d'être dites. Donc au fond, monsieur le député, je vous remercie infiniment de m'avoir posé cette question. Je passe la parole à monsieur Caron pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, bonjour. Heureux de vous retrouver après cette période estivale. J'aurais 2 questions, si vous me permettez, 2 questions, 2 temps différents, sachant que je suis le seul représentant de mon groupe, et ce sera une question par procuration pour la deuxième. Monsieur le ministre, bonjour. Et une fois n'est pas coutume, je voudrais commencer par vous remercier pour les paroles que vous venez de tenir en réponse à mes collègues du Rassemblement national. Merci d'avoir débunké quelques fake news, d'avoir rappelé, et nous serons à vos côtés sur ce point-là, que non, le problème de la police, ce n'est pas la justice, que non, il n'y a pas des peines dans ce pays qui ne sont pas exécutées, ou d'avoir rappelé que non, la justice n'est pas particulièrement laxiste dans ce pays. Maintenant, nous pourrons aller sur ce qui nous sépare. Et il y a beaucoup de choses, effectivement, qui nous opposent. Vous avez, par exemple, manifesté une colère tout à l'heure, lorsque vous avez dit « Ah, c'est scandaleux, il y a des voix qui s'élèvent dans ce pays pour dire que nous basculerions dans des lois liberticides, dans un État liberticide. » Dans un État liberticide. Vous dites, on met ça dans la tête des gamins. Ben non, on ne met pas ça dans la tête des gamins. Les gamins l'expérimentent en réalité. Lorsqu'on voit par exemple les manifestations qui ont suivi la réforme des retraites, ben, ces gamins, ils étaient dans la rue, ils ont essayé de manifester, et beaucoup d'entre eux ont été arrêtés de manière arbitraire. Ils se sont retrouvés en garde à vue de manière absolument illégale, libérés au bout de 48 heures, après 2 jours d'humiliation et d'intimidation, pour justement qu'on leur explique bien qu'il faudrait qu'ils évitent de retourner comme ça, manifester dans la rue. On a arrêté des gens qu'on n'avait absolument pas arrêtés, tout simplement parce qu'ils étaient à un endroit au mauvais moment. Et au-delà de l'expérience que ces jeunes gens ont pu vivre par eux-mêmes, ils écoutent également les rapports de la Ligue des droits de l'homme, de la Défenseure des droits, les manifestations des Nations Unies. Ceci étant dit,
vous en êtes pris également, lors de votre intervention, à la désobéissance civile. Vous dites, oh là là, quelle horreur, quelle horreur. La désobéissance civile, pour ceux qui nous écoutent, il faut juste rappeler ce que c'est le rejet d'une loi, d'un règlement qu'on trouve injuste et qu'on va donc refuser d'appliquer. Et comment on va le refuser d'appliquer? Par une réaction de non-violence. On va essayer de trouver une action non-violente. C'est le principe. C'est Henri David Thoreau, c'est Gandhi. Alors, on pourra discuter. Est-ce que mettre de la peinture sur un tableau, c'est opportun? Je trouve pas. Mais sur le principe même, je fais partie de ceux qui soutiennent ce principe. Donc, ce sera ma première question, très directe. Rosa Parks, 1955, elle refuse d'obéir à la loi. Elle refuse, Rosa Parks, de céder sa place dans un bus à un blanc. Elle est arrêtée, condamnée. Elle n'aurait pas dû le faire, Rosa Parks? Je vous laisse poser la deuxième tout de suite, comme ça, elle garde pour un... C'est ça votre première question? Alors, oui, oui, mais il y a des lois qui consacrent l'apartheid chez nous. En Israël, attendez, alors vous m'avez posé la question, mais alors, Monsieur Caron, vous me posez la question, Monsieur le député, souffrez que je vous réponde. D'abord, je vais vous dire, vous dites, préambule singulier, me semble-t-il, que nous sommes d'accord sur un certain nombre de sujets. Lesquels? La justice n'est pas le problème de la police. Et immédiatement, vous embrayez en parlant de choses qui auraient été faites, qui sont illégales, etc. Est-ce que la justice a condamné pour des gardes à vue qui auraient été faites dans l'illégalité, par exemple, à votre connaissance? Il y a des gardes à vue qui ont été légalement reconnus comme tels, des gens qui n'avaient absolument rien fait, qui n'avaient pas à se retrouver en garde à vue. Et des détentions arbitraires, puisque vous avez parlé d'arrestations arbitraires. Vous avez des condamnations pour ça? Des condamnations de qui? De la justice? De quoi? Bah oui, de la justice. C'est la justice qui condamne, c'est personne d'autre, oui. De policiers? Oui. Ah, je veux bien qu'on ouvre un autre sujet. Non, mais... Celui dont la police Bon. est contrôlée. D'accord. Là, effectivement, nous ne serons pas d'accord. Alors, donc, vous rendez hommage à la justice, mais vous trouvez qu'elle contrôle mal la police. Non, vous m'avez mal compris. Donc c'est un hommage singulier. Bon. Non mais, attendez, je vais vous répondre, Monsieur Caron. Oui, oui. S'il s'agit de combattre les idées du Rassemblement national, nous pourrons trouver des points d'accord. Ah non, c'est pas ce que vous m'avez dit. Vous avez dit dans votre propos complet, moi j'ai non seulement des oreilles, mais j'ai une mémoire. Voilà, souffrez que je remette vos propos en perspective. Alors certes, comme j'ai dit deux ou trois choses au Rassemblement national, ça vous a émoustillé. Mais pour le reste, Non, non, mais n'essayez pas d'être condescendant dans votre réponse. On fait de la politique. c'est sûr que la condescendance, vous, ça vous va bien. Eh, bon, c'est sûr, monsieur Caron, on le sait d'ailleurs, on connaît votre modestie naturelle. Mais souffrez que je vous réponde. Ou alors ne me posez pas de questions. Et permettez-moi de vous répondre. Moi, vous savez, quand vous m'avez posé la question, j'ai pas dit un mot. J'aimerais que la réciproque soit vraie. Non, mais Non. Non, mais non. Moi, j'ai pas porté d'objection à votre question. Je suis en train de le faire et vous m'interdisez de le faire. Si. Donc maintenant, c'est à moi qu'on a donné la parole, je vais vous répondre. Donc, curieux préambule que de dire que la justice n'est pas le problème de la police pour dire immédiatement que la police contrôle mal, que la justice contrôle mal la police. Bien. Ça, c'est la première des choses. La justice, laissez-la tranquille, laissez-la travailler, etc. Il y a des voies de recours dans ce pays quand on n'est pas content, voilà. C'est une première remarque. Ensuite, la désobéissance civile dans la non-violence. Ah, dans la non-violence, moi, rien ne me gêne, vous voyez. Mais dans la violence, ça me gêne beaucoup. Et que, par exemple, au décours des émeutes récentes, on n'ait pas eu de condamnation de gens qui sont vos alliés, sur les attaques contre les commissariats, contre les tribunaux. Il y a une vingtaine de lieux de justice qui ont été dégradés, dont, Monsieur le Président, des points justice. Les points justice, c'est ma petite fierté à moi, vous voyez. C'est des lieux où on reçoit nos compatriotes les plus modestes. C'est gratuit, c'est confidentiel. C'est aider les gens, vraiment, qui ont du mal à s'orienter dans les méandres judiciaires. On est allé fracasser ça. Il n'y a pas une condamnation. Ah pardon,
souffrait d'entendre ma réponse complètement. Et puis, de quoi vous me parlez, monsieur Désobéissance civile? Vous avez un texte en France qui consacre l'apartheid? Vous l'avez vu en Israël, l'apartheid. Vous avez d'ailleurs déposé un texte que vous avez retiré immédiatement. C'est vrai. Oui. Attendez, je vais jusqu'au bout. Vous le voyez partout. Mais quel scandale de dire là, quel scandale d'aller aux États-Unis dans la pire des périodes pour comparer avec des textes qui seraient des textes affirmant une privation de liberté, la négation des valeurs, de l'esprit qui est le nôtre, du souffle des Lumières. Vous allez nous raconter ça? Écoutez, monsieur le député, je vous en supplie, il n'y a pas de texte en France qui consacre l'apartheid. Vous voyez, il y a des divergences sur l'écologie, un certain nombre de choses. Bon, très bien, très bien. Mais pour autant, est-ce qu'on peut aller dégrader une œuvre d'art? Moi, j'ai vu des gens arroser la chancellerie, j'étais présent, arroser la chancellerie avec de la peinture orange. Je dis, mais c'est un mode d'expression, ça. Mais franchement, c'est un mode d'expression, ça. Vous trouvez que oui, sans doute, mais moi, je trouve que non. Et puis, à Sainte-Soline, puisqu'on parlait de Sainte-Soline, le type, il traverse la France avec des armes dans leur sac. Monsieur Mélenchon, il dit s'il y a une promenade dans les champs. Ah bon, c'est comme ça que vous vous promenez dans les champs, vous? Mais c'est scandaleux, tout ça. Alors, vous voulez démolir la République. En réalité, c'est ça. Et moi, j'y tiens viscéralement à la République. Voilà ce qui fait divergence entre nous. Donc, je pense avoir répondu à votre première question. La désobéissance civile non violente, pas trop d'ailleurs comment on peut désobéir à la loi. La loi, c'est ce qui nous unit, vous voyez. C'est ce qui cimente nos relations. C'est ce qui fait la nation. Et dans le cadre de la loi, d'ailleurs, il y a des espaces de liberté. La preuve, les questions que vous me posez, vous n'êtes pas interdit de me les poser. Et puis, je ne suis pas interdit de vous répondre, comme je l'entends. Ben voilà. Mais allez faire un tour ailleurs. Allez faire un petit tour ailleurs, puis vous verrez. On est un pays absolument extraordinaire. Et c'est nié par des gens comme vous qui ne reconnaissent rien, jamais rien ne vous va. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Contestez, monsieur le député. Vous en avez le droit. Levez-vous, dites que tout ça n'est pas juste. Vous avez le droit de vous exprimer. Mais la loi, c'est la loi. Et une fois qu'elle est votée, elle s'applique. Et oui, cette musique de la... Vous justifiez tout. Même monsieur Mélenchon a même justifié les attaques de commissariat. Enfin, il n'a rien dit sur les attaques de commissariat. C'était plus subtil que ça. Il a déploré les attaques contre les écoles. Contre les commissariats, il n'y a pas un mot. Vous savez, moi, je suis allé au tribunal d'Asnières. Hein, j'ai vu des gens les larmes aux yeux. Vous savez ce qu'ils jugeaient dans l'après-midi? Ils n'ont pas pu le faire parce que tout était saccagé. Et il y a un vigile qui a failli brûler, là. Brûler vif. Il jugeait du surendettement. Vous savez, les gens les plus modestes. Voilà, c'est de la justice de proximité. Alors, vous pouvez dire que c'est formidable. Moi, je trouve ça insupportable. Voilà. Monsieur Caron, je vous repasse la parole pour la deuxième question et puis ensuite... Ah oui, il y en a une deuxième, oui. Désolé que vous n'ayez pas répondu à ma question, même si vous avez quand même reconnu la pertinence de la désobéissance civile, sauf que vous y avez ajouté un critère, il faut que vous choisissiez la loi qui peut être combattue selon vous. Et ça, c'est assez dommage. Dommage aussi que vous ayez pris une remarque qui était une remarque qui se voulait tout à fait républicaine pour en faire un moment politicien qui vous sert simplement à faire des effets de manche pour dire « Regardez, je m'en prends à la force insoumise, je ne vais certainement pas me laisser embarquer dans des trucs. » Alors que je pense que nous sommes dans un moment politique où, au contraire, c'est le moment où on voit les républicains et ceux qui ne le sont pas, et qui voudraient éviter ce genre de sortie qui crée la confusion dans ceux qui nous écoutent. Ouais. Merci de le reconnaître. Ma deuxième question. On note depuis plusieurs années une augmentation de la répression à l'égard des militants écologistes. Garde à vue, on en a parlé, amende, information judiciaire. Alors à Sainte-Soline, par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Louis Schneider qui était condamné à 1 an de prison ferme parce qu'il avait pris la veste d'un policier et puis il avait tagué une voiture de police. Alors dans certains pays, vous savez que c'est très dangereux d'être militant écologiste. Hein. Ça peut vraiment vous causer d'énormes problèmes. Et en France, on est un petit peu inquiet. On se demande si on ne prend pas là aussi une piste dangereuse.
Dans votre ancienne vie, vous avez été amené à traiter des affaires extrêmement délicates. Vous avez défendu un homme qui a été condamné pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, condamné à 20 ans de prison, en lien avec l'une des affaires terroristes les plus terribles, les plus ignobles de ce pays. Donc vous savez parfaitement ce que c'est que le terrorisme et ses conséquences. Donc, j'aimerais que vous répondiez très directement à cette question. Certains de vos collègues qualifient des militants écologistes de terroristes. Ils disent éco-terroristes. Hein. Nouvelle nuance qui a été inventée. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'utilisation du terme terroriste appliqué à des gens qui se battent pour que par exemple une bassine ou en tout cas une installation qui nuirait à notre planète, eh bien pour que cette installation soit démantelée, par exemple? Je vous repasse la parole, Monsieur le ministre. Bon, d'abord, j'entends que vous revenez sur mon ancienne vie. Je sais qu'elle vous préoccupe beaucoup. Vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs. Je ne le vis pas comme un reproche. Je suis très fier de ce que j'ai fait comme avocat. Puis, pour dire les choses très clairement, monsieur le député, j'ai défendu Mera. Et j'ai dit pourquoi je l'avais défendu. Je l'ai dit parce que s'il n'avait pas eu de défense, puis il n'y a pas beaucoup d'avocats qui se bousculaient au portillon pour aller le défendre, alors je pense que les terroristes auraient gagné. Parce que ce qui distingue le terrorisme de notre état de droit, c'est justement la règle de droit. Vous voyez, j'ai expliqué ça très longuement. Et je pense que c'est une réalité. Et le V13 est l'illustration, ce procès remarquable, exemplaire, de ce que nous ne traitons pas les accusés, quel que soit le crime qu'ils ont pu commettre, comme le feraient des terroristes qui n'ont pas de règles, qui n'ont pas de procédure pénale, qui n'envisagent pas les droits de la défense, etc. Donc voilà pourquoi j'ai été là dans une autre vie, si c'est ça que vous souhaitez me dire plus exactement, ou éventuellement me reprocher. Bon. Un monsieur a été condamné à un an ferme, la justice est passée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je commente ça? C'est curieux pour quelqu'un qui a de cela quelques minutes souhaitait rendre hommage à la justice. Au fond... Je dis qu'elle n'était pas laxiste. Oui. Oui, écoutez, je pense que ce monsieur a eu droit, moi je ne connais pas l'affaire, je pense qu'il a eu droit à un procès équitable, que le ministère public s'est exprimé, que les magistrats en charge de le juger ont estimé que sa culpabilité devait être retenue, qu'ils ont fixé la peine qu'ils croyaient devoir fixer. Je ne sais pas si ce monsieur a interjeté appel ou pas, si c'est définitif. S'il n'était pas content, il pouvait toujours interjeter appel. Voilà. Sur le reste, pardon, moi, je n'ai pas à commenter des propos que je n'ai pas tenus. Demandez à monsieur le ministre de l'Intérieur de les commenter. Je pense qu'il vient dans très peu de temps. Vous lui poserez la question. Voilà. Je n'ai pas à répondre à cette question. Est-ce que je vous pose des questions sur les propos tenus par monsieur Mélenchon, par exemple? Qu'est-ce que vous dites, par exemple, mais attendez, monsieur Caron, si on joue à cela, voyez-vous, c'est toujours très facile. Non, mais attendez. Moi, je n'inverse rien. Voilà, c'est reparti. Oui. 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 Soumis à la question, je ne suis pas prévenu non plus. Hein. Monsieur Caron, calmez-vous. Hein. Bon. Non, mais non, enfin, l'humour. Bon. Oui. D'accord. Décidément, je vois que vous scrutez mes moindres faits et gestes. Voilà. Il y a des moments où on a envie. Très bien. Et on le scrute et on le lasérise d'une certaine façon. Vous avez raison, il m'arrive de faire de l'humour, mais là, j'ai pas envie, vous voyez. Je vais vous dire, puis j'ai le droit de ne pas avoir envie de faire de l'humour. C'est mon droit, c'est ma liberté, voilà, je la revendique, monsieur le député. Je vais vous dire quelque chose. Non, mais écoutez-moi bien. À ce jeu, vous voyez, d'abord, ces mots ont pu être prononcés dans un certain contexte, ils ne sortent pas de ma bouche, je ne les ai pas prononcés. Posez la question à l'intéressé, je pense qu'il vous répondra sans aucun doute, parce que je pense qu'il assume ses propos, il les a d'ailleurs réitérés. Mais à ce jeu-là, moi, je ne vais pas vous opposer un certain nombre de choses que j'ai entendues dans la bouche de vos amis politiques, voyez, ou de comportements. Hein.
Pardon? Sans doute parce que ce n'est pas le lieu, monsieur le ministre. Ah d'accord. Donc vous très bien. Donc vous avez des droits que moi je n'ai pas, et ma réponse doit se plier à vos exigences. Bon, bah, j'ai répondu. J'ai répondu, monsieur Caron. Je suis navré de ne pas vous satisfaire, mais j'estime avoir répondu. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle une nouvelle fois que l'objectif d'une commission d'enquête est de chercher à objectiver, Ouais, oui. faire en sorte que l'on aille le plus proche possible de choses qui permettent là aussi de cerner cette problématique des violences. Je pense en tout cas, évidemment, nous sommes dans une enceinte où les débats sont possibles. Je pense que c'est important. En tout cas, Monsieur le ministre, une nouvelle fois, je vous remercie pour votre présence. Mes chers collègues, merci à vous. Je vais lever la séance et je vous indique que nous reprenons donc dans cette salle même à 14 heures, cette fois-ci avec l'audition des dirigeants des organisations syndicales. Et pour bien préciser, celles qui ont des services d'ordre, puisque en réalité, comme notre focale est d'avoir un échange avec les organisations qui peuvent justement être confrontées à des problèmes d'organisation de leur propre manifestation sans qu'il n'y ait de développement de violence. Et ça sera intéressant d'avoir ce regard de ces organisations syndicales par rapport à ce développement dont nous avons entendu parler, des pré-cortèges avec l'arrivée de Black Bloc, etc. En tout cas, merci encore. Je lève la séance et donc retour dans cette même salle à 14 heures pour celles et ceux qui le pourront. Et une nouvelle fois, merci infiniment, Monsieur le Ministre, ainsi qu'à votre équipe et aux membres de votre cabinet.